Cet épisode a été enregistré en live sur Twitch. N'hésite pas à venir participer aux enregistrements, tu trouveras toutes les infos en description. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite et bonne lecture. Première partie. Chapitre 2. En posant sa main sur la poignée de la porte, Winston remarqua qu'il avait laissé le carnet ouvert sur la table. Mort à Big Brother recouvrait les pages en lettres assez grandes pour être lisibles à travers la pièce. C'était incroyablement stupide de sa part. Cependant, réalisa-t-il, même dans sa panique, il n'avait pas voulu tacher le papier crémeux en fermant le carnet alors que l'encre n'était pas encore sèche. Il inspira profondément et ouvrit la porte. Une vague d'un intense soulagement l'envahit. Une femme grisâtre et décrépie, aux cheveux épars et au visage buriné, se tenait dehors. « Oh, camarade !» commença-t-elle dans un gémissement lugubre. « Je savais que je t'avais entendu rentrer. Tu penses que tu pourrais passer et jeter un œil à notre évier ? Il est bouché et... » C'était Madame Parsons, la femme d'un voisin au même étage. Madame était un mot réprouvé par le parti. Vous étiez censé appeler tout le monde « camarade ». Mais avec certaines femmes, vous l'utilisiez instinctivement. C'était une femme d'une trentaine d'années, mais elle en paraissait bien plus. On avait l'impression qu'il y avait de la poussière incrustée dans les rides de son visage. Winston la suivit dans le couloir. Ces bricolages amateurs étaient une irritation quasi quotidienne. Les appartements de la résidence de la Victoire, construite dans les années 1930, étaient vétustes et tombaient en morceaux. Le plâtre des plafonds et des murs s'effritait, les tuyaux éclataient à la moindre gelée, le toit fuyait dès qu'il neigeait, le chauffage ne tournait qu'à mi-régime quand il n'était tout simplement pas coupé pour faire des économies. Les réparations, sauf celles que vous pouviez faire vous-même, devaient être approuvées par des comités qui pouvaient statuer sur le remplacement d'une fenêtre pendant 2 ans. « Bien sûr, c'est juste parce que Tom n'est pas là. » se justifia vaguement Madame Parsons. L'appartement des Parsons était plus grand que celui de Winston et miteux d'une autre façon. Tout avait l'air cabossé et piétiné, comme si l'endroit venait d'être visité par des animaux sauvages. Des restes de jeux, des crosses de hockey, des gants de boxe, un ballon éclaté, un short retourné, jonchaient le sol et des piles de vaisselle sale et des cahiers écornés recouvraient la table. Au mur pendaient des bannières écarlates de la Ligue de la Jeunesse et des infiltrés, et une affiche grandeur nature de Big Brother. À l'odeur habituelle de choux bouillis, commune à tout l'immeuble, s'ajoutaient de vifs relents de sueur qui, vous les reconnaissiez à la première inspiration, sans vraiment savoir pourquoi, provenaient d'une personne qui n'était pas là. Dans la pièce d'à côté, quelqu'un essayait de suivre le rythme de la musique militaire qui s'échappait toujours du télécran avec un peigne et un rouleau de papier toilette. « C'est les enfants, » dit Madame Parsons, jetant un regard craintif vers la porte. « Ils ne sont pas sortis aujourd'hui, du coup... » Elle ne finissait jamais ses phrases. L'évier débordait presque d'un liquide verdâtre qui empestait plus que jamais le chou. Winston s'agenouilla et inspecta le siphon. Il détestait se servir de ses mains et il détestait s'agenouiller, ce qui pouvait réveiller sa toux. Madame Parsons le regardait, inerte. « Oh, si Tom avait été à la maison, il aurait tout réparé vite fait, » dit-elle. « Et il adore tout ça, il est si doué de ses mains. » Parsons était un collègue de Winston au ministère de la Vérité. Obèse mais vif, c'était un homme d'une stupidité déconcertante, un amas d'enthousiasmes imbéciles, une de ces bêtes de somme aveuglées dont dépendait, plus encore que de la police de la pensée, la stabilité du parti.
À 35 ans, il avait été expulsé contre son gré de la Ligue de la Jeunesse et avant de l'intégrer, il avait réussi à rester aux infiltrés 1 an après l'âge autorisé. Au ministère, il occupait un quelconque poste subalterne où l'intelligence n'était pas requise. Mais à l'extérieur, c'était un membre important du comité des sports et de tous les autres comités engagés dans l'organisation de randonnées collectives, manifestations spontanées, collectes pour la campagne d'économie et autres activités volontaires. Il vous informait avec une certaine fierté entre 2 bouffées de sa pipe qu'il s'était rendu à la maison commune tous les soirs de ces 4 dernières années. Une puissante odeur de sueur, sorte de témoin de son énergie dépensée, le suivait où qu'il allât et persistait longtemps après son départ. « Vous avez une clé à molette ?» demanda Winston, la main sur l'écrou du siphon. « Une clé à molette ?» répéta Madame Parsons, soudain devenue comme une larve. « Je ne sais pas, je crois. Peut-être que les enfants... » Il y eut un piétinement de bottes et un autre éclat de peigne quand les enfants chargèrent dans le salon. Madame Parsons ramena la clé à molette. Winston laissa s'échapper l'eau et enleva avec dégoût l'amas de cheveux qui avait bloqué le tuyau. Il nettoya ses doigts du mieux qu'il put avec l'eau froide du robinet et retourna dans l'autre pièce. « Les mains en l'air !» hurla une voix sauvage. Un beau garçon de 9 ans, bien bâti, était apparu de derrière la table et pointait sur lui son faux pistolet automatique. Tandis que sa petite sœur, d'environ 2 ans de moins que lui, tenait la même posture avec un bout de bois. Les 2 étaient habillés des shorts bleus, des chemises grises et des foulards rouges qui formaient l'uniforme des infiltrés. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais avec un sentiment d'inquiétude. L'expression du garçon était si malveillante que ce n'était peut-être pas complètement un jeu. « Traître !» rugit le garçon. « T'es un criminel par la pensée, espion eurasien, je te tuerai, je te vaporiserai, je t'enverrai aux mines de sel !» Ils bondirent soudain autour de lui, criant traître et criminel par la pensée, la petite fille imitant tous les gestes de son grand frère. C'était quelque peu effrayant comme les galipettes de petits tigrons qui deviendront vite de dangereux mangeurs d'humains. Il y avait une sorte de férocité calculée dans le regard du garçon, un désir évident de frapper Winston et la conscience d'être presque assez costaud pour y arriver. Une bonne chose que son pistolet ne fût pas un vrai, pensa Winston. Les yeux de Madame Parsons passèrent nerveusement de Winston à ses enfants et inversement. Dans la lumière du salon, il constata avec intérêt qu'il y avait vraiment de la poussière dans les crevasses de son visage. « Les garnements !» s'exclama-t-elle. « Ils sont déçus parce qu'ils ne pourront pas aller à la pendaison. J'ai trop de choses à faire pour les emmener et Tom ne va pas rentrer du travail à temps. »« Pourquoi on peut pas aller à la pendaison ?» gronda le garçon de sa grosse voix. « Veux voir la pendaison ! Veux voir la pendaison !» reprit la petite fille, toujours en gambadant. Winston se souvint que plusieurs prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc ce soir. Ce spectacle, toujours populaire, avait lieu à peu près tous les mois. Les enfants réclamaient toujours d'y aller. Il prit congé de Madame Parsons et passa la porte. Il n'avait pas fait 6 pas dans le couloir que quelque chose lui heurta le cou. La douleur fut fulgurante. C'était comme si on lui avait enfoncé un bout de métal chauffé à blanc. Il se retourna juste à temps pour voir Madame Parsons traîner son fils à l'intérieur tandis que ce dernier rangeait un lance-pierre dans sa poche. « Goldstein !» beugla le garçon alors que la porte se refermait sur lui. Mais ce qui frappa le plus Winston fut le regard de peur désespéré sur le visage grisâtre de la femme. De retour dans son appartement, il passa rapidement devant le télécran et se rassit à sa table, toujours en se frottant le cou. La musique dans le télécran avait cessé. À la place, une voix martiale lisait avec un appétit brutal une description des armements de la nouvelle forteresse flottante qui venait de jeter l'ancre entre l'Islande et les îles Féroé. Avec ses enfants, pensa-t-il, cette pauvre femme devait vivre dans la terreur. Encore 1 an ou 2, et il l'épirait jour et nuit, guettant le moindre signe d'hétérodoxie. Quasiment tous les enfants, maintenant, étaient horribles. Le pire était qu'à cause d'organisations comme les infiltrés,
Ils étaient systématiquement transformés en petits sauvages ingouvernables, et pourtant cela ne leur donnait aucune envie de se rebeller contre la discipline du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui lui était lié. Les chants, les processions, les banderoles, les randonnées, les entraînements avec des fusils factices, les slogans scandés, la vénération de Big Brother. C'était une sorte de jeu grandiose pour eux. Toute leur férocité était canalisée vers l'extérieur, contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels par la pensée. Il était presque normal pour les personnes de plus de 30 ans d'être effrayées par leurs propres enfants. Et à raison. Il ne se passait pas une semaine sans que le Times ne publiât un paragraphe racontant comment un morveux sournois, un enfant héros, avait surpris des paroles compromettantes et dénoncé ses parents à la police de la pensée. La douleur du lance-pierre était passée. Il reprit son porte-plume sans entrain, se demandant s'il pourrait trouver autre chose à écrire dans son journal. Il repensa soudain de nouveau à O'Brien. Il y avait quelques années, 7 ans peut-être, il avait rêvé qu'il traversait une pièce plongée dans l'obscurité. Et en passant, quelqu'un assis à côté de lui avait dit « Nous devrions nous rencontrer là où l'obscurité n'existe pas ». C'était dit tranquillement, presque négligemment, une proposition, pas un ordre. Il avait continué sans s'arrêter. Le plus curieux était qu'à ce moment-là, dans le rêve, les mots ne l'avaient pas vraiment marqué. Ce ne fut que plus tard et petit à petit qu'ils commencèrent à prendre sens. Il ne se souvenait pas si c'était avant ou après ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois. Il ne se souvenait pas non plus quand il avait associé la voix à O'Brien. Mais dans tous les cas, il l'avait reconnu. C'était O'Brien qui lui avait parlé dans l'obscurité. Winston n'avait jamais pu déterminer, même après que leurs regards se fussent croisés ce matin, si O'Brien était un allié ou un ennemi. Cela n'avait au fond qu'assez peu d'importance. Il y avait entre eux un lien de compréhension plus important que de l'affection ou de la camaraderie. Nous devrions nous rencontrer là où l'obscurité n'existe pas, avait-il dit. Winston ne savait pas ce que cela signifiait, mais d'une façon ou d'une autre, cela se réaliserait. La voix dans le télécran marqua une pause. Un coup de trompette cristallin et harmonieux résonna dans l'air stagnant. La voix se fit stridente. Votre attention s'il vous plaît. Une dépêche vient d'arriver depuis le front du Malabar. Nos forces en Inde du Sud ont arraché une victoire triomphante. Nous pouvons officiellement considérer que les exploits que nous rapportons pourraient vraisemblablement amener la guerre un peu plus près de son terme. Dans le détail... Les mauvaises nouvelles ne tarderaient pas, songea Winston. Et effectivement, après une description sanglante du massacre de l'armée de Razia et des chiffres impressionnants de morts et de prisonniers, vint l'annonce que les rations de chocolat seraient réduites à partir de la semaine prochaine, de 30 à 20 grammes. Winston rôta à nouveau. Les effets du gin s'effaçaient, laissant place à un sentiment de vide. Le télécran, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour faire oublier la diminution du chocolat, joua l'hymne Océania tout pour toi. Vous étiez supposé vous lever en réponse, mais là où il était, personne ne le voyait. Océania tout pour toi fit place à une musique plus légère. Winston marcha jusqu'à la fenêtre. Le temps était toujours clair et froid. Quelque part au loin, un missile explosa dans un grondement sourd. Une vingtaine ou une trentaine tombaient sur Londres chaque semaine, en ce moment. Dans la rue, le vent battait toujours l'affiche et le mot Ang-Sok apparut et disparut opportunément. Ang-Sok. Les principes sacrés de Lang-Sok. Le novlangue, la double pensée, la malléabilité du passé. Il se sentit comme errant dans la flore des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux où lui-même était le monstre. Il était seul. Le passé était mort.
Le futur inconcevable. Quelle certitude pouvait-il avoir que ne serait-ce qu'un seul être humain était de son côté ? Et comment savoir si la domination du parti ne durerait pas pour toujours ? Comme une réponse, les 3 devises sur la façade blanche du ministère de la Vérité lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il sortit une pièce de 25 centimes de sa poche. Là aussi, en tout petit, les mêmes devises étaient inscrites, et l'autre face portait le visage de Big Brother. Même sur la pièce, les yeux vous suivaient. Sur les pièces, sur les timbres, sur la couverture des livres, sur les banderoles, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout. Toujours les yeux vous suivaient. Toujours la voix vous enveloppait. Endormi ou éveillé, travaillant ou mangeant, dedans ou dehors, au bain ou au lit, aucune échappatoire. Rien ne vous appartenait, sinon les quelques centimètres cubes dans votre crâne. Le soleil avait tourné, et la myriade de fenêtres du ministère de la Vérité, qui ne réfléchissait plus la lumière, était aussi sinistre que les meurtrières d'une forteresse. Son cœur vacilla face à l'imposante pyramide. Elle était trop solide. Elle ne pouvait pas être détruite. 1 millier de missiles ne l'abattraient pas. Il se demanda à nouveau pour qui il écrivait le journal. Pour le futur, pour le passé, pour un temps peut-être imaginaire. Et devant lui se trouvait non pas la mort, mais l'annihilation. Le journal serait réduit en cendres et lui-même vaporisé. Seule la police de la pensée lirait ses écrits avant de les supprimer du monde et des mémoires. Comment pourriez-vous en appeler au futur quand aucune trace de vous, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier, ne survivra ? Le télécran sonna 14 heures. Il devait partir dans 10 minutes pour être de retour au travail à 14h30. Étrangement, la sonnerie sembla lui redonner de la vigueur. Il était un fantôme solitaire proférant une vérité que jamais personne n'entendrait. Mais tant qu'il la proférait, d'une façon assez obscure, la continuité ne serait pas rompue. Ce n'était pas en se faisant entendre, mais en restant lucide, que vous transmettiez l'héritage humain. Il retourna à sa table, ancra son porte-plume et écrivit. Au futur ou au passé, à un temps où la pensée est libre, où les humains sont différents les uns des autres et ne vivent pas seuls, à un temps où la vérité existe et où ce qui est fait ne peut pas être défait, du temps de l'uniformité, du temps de la solitude, du temps de Big Brother, du temps de la double pensée. Salutations. Il était déjà mort, songea-t-il. Il lui sembla que ce n'était que maintenant, depuis qu'il avait réussi à formuler ses pensées, qu'il avait franchi une étape décisive. Les conséquences de chaque acte sont contenues dans l'acte lui-même. Il écrivit. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. Le crime par la pensée est la mort. Maintenant qu'il se considérait comme un homme mort, il était important de rester vivant le plus longtemps possible. 2 doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'était exactement ce genre de détail qui pouvait vous trahir. Quelques curieux zélés au ministère, probablement une femme du genre de la blonde ou de la brune du département des fictions, commenceraient à se demander pourquoi il avait écrit pendant la pause déjeuner, pourquoi il avait utilisé un porte-plume, qu'est-ce qu'il avait bien pu écrire, et faire un rapport au service approprié. Il alla dans la salle de bain et gratta consciencieusement l'encre avec le savon marron, si rêche qu'il vous irritait la peau comme du papier de verre, et était donc parfait dans cette situation. Il rangea le journal dans le tiroir. Il était inutile de penser à le dissimuler, mais au moins pouvait-il faire en sorte de savoir si son existence avait été ou non découverte. Un cheveu posé sur la tranche était trop évident. Du bout du doigt, il prit un grain de poussière blanc et le déposa sur un coin de la couverture, d'où il était sûr qu'il serait éjecté si le carnet était déplacé.